L'invité du jour. Mademoiselle, monsieur, bonjour, bienvenue dans l'invité du jour de ce mercredi 27 février à 8h10 et à 13h. Nous sommes par téléphone avec Axel Kahn. Axel Kahn qui sera l'invité demain de l'Université populaire de l'Aube. Axel Kahn, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes docteur en médecine, docteur S-Sciences, directeur de recherche à l'INSERM, également ancien président d'université, auteur ou co-auteur de plus de 50 ouvrages, j'en oublie sûrement. Votre sujet de prédilection, c'est la génétique. Pourquoi et comment expliquer cette passion pour la génétique ? Oh, ça n'est pas mon seul sujet de réflexion. Oui. Vous devriez mettre la marche également, les territoires, la ruralité. J'ai beaucoup de sujets de prédilection. Mais c'est vrai que demain, je viendrai parler de génétique et d'éthique. Alors tout d'abord l'éthique. Mon père s'est donné la mort quand j'avais 26 ans en me laissant une lettre dans laquelle il me recommandait d'être raisonnable et humain. Et évidemment, ma réflexion, mon engagement dans la réflexion éthique est très lié à cette manière de me conformer à l'injonction de mon père. Être raisonnable et humain, ça l'est également en réfléchissant aux applications de cette science dans laquelle je m'étais engagé, c'est-à-dire la génétique. Maintenant, la génétique, c'est effectivement un choix scientifique. J'étais médecin, docteur en médecine, docteur en sciences, et c'est la discipline que j'ai choisi de travailler, d'enrichir, mais comme je devais être aussi extrêmement ferme sur les principes éthiques, j'ai, en même temps que j'enrichissais la génétique, je me suis porté au créneau du château fort afin de défendre ma science contre les brigands de l'idéologie. Et c'est un peu ce dont je parlerai également demain. Et puis, il y a chez vous, en vous écoutant, en vous lisant, en regardant ce que vous faites, il y a une volonté de vulgariser. Ça, c'est l'universitaire ? Vulgariser, vous savez, c'est une exigence démocratique. Ouais. Ce dont on parle en réalité dans le domaine scientifique et technique, mais c'est vrai de l'énergie, c'est vrai de l'agriculture, c'est vrai évidemment de la santé, est beaucoup plus important pour l'avenir que même les soubresauts politiques actuels. Si c'est de l'avenir dont il s'agit, c'est aux citoyens dans un État démocratique qu'il s'agit de dire ce qu'il en pense. Mais pour que le citoyen fasse connaître son opinion, il faut qu'il ait les éléments d'information lui permettant de forger son opinion. Eh bien, la vulgarisation, c'est une contribution à fournir aux citoyens afin qu'ils puissent assumer leur citoyenneté, cette opinion qu'on leur demandera le jour des élections d'exprimer. Justement, c'est parce que vulgariser, c'est aussi instruire le plus grand nombre, c'est une démarche politique. C'est une démarche démocratique. Démocratique. Voilà. Il n'y a pas de démocratie possible dans un pays technologiquement développé, dont l'avenir dépend énormément des progrès scientifiques et techniques, sans que le citoyen soit capable d'en comprendre les enjeux, dont, je l'ai dit, dépend effectivement la manière dont il vivra et dont vivront ses enfants et ses petits-enfants. Eh bien, vulgariser, c'est permettre à la démocratie de vivre activement dans un pays technologiquement développé. Alors demain, en regardant l'affiche de l'Université populaire de l'Aube, vous allez quand même aborder des sujets qui fâchent. Je voudrais notamment citer la procréation médicale assistée, la réparation du corps humain. Jusqu'où peut-on aller comme ça ? Alors, le problème de l'assistance médicale à la procréation, ça, c'est une évolution de société, pas tellement une révolution scientifique. Ça fait très longtemps que l'on sait faire des fécondations avec sperme de donneur, et la question est de savoir si la République a une raison ou n'a pas de raison de s'opposer à la revendication des femmes seules et des femmes en couple, qui demandent elles aussi à pouvoir recourir à une fécondation avec sperme de donneur. Donc je discuterai cela et je donnerai mon opinion. C'est un sujet qui est à discuter démocratiquement. Mais ça n'a rien à voir avec un progrès scientifique et pas grand-chose à voir avec la génétique à proprement parler. Ouais. Et ce sont des sujets qui fâchent.
Comment? Ce sont des sujets qui fâchent, qui divisent. Oui, ce sont des sujets polémiques. Il y a des gens qui ont des avis différents. Mais la majorité, dans les sondages d'opinion, il y a environ 60% des Français qui pensent qu'il n'y a pas de raison de s'y opposer. Et sans doute, dans la prochaine loi, effectivement, il y aura une extension de la possibilité de faire appel aux donneurs de sperme pour des femmes en couple ou pour bien des femmes seules. Mais chacun peut indiquer quelle est son opinion. Il n'y a pas de raison de se fâcher. On n'est pas forcément d'accord. À partir du moment où on est capable de fonder en raison son opinion. Je donnerai, pour ce qui me concerne, mon opinion. Ouais. Pour ce qui est maintenant des interventions, pas tellement sur le corps, je ne parlerai pas des greffes, je ne parlerai pas de la thérapie cellulaire, je parlerai avant tout du génome, de la génétique, c'est le titre de mon intervention. La question n'est pas tellement de réparer les anomalies génétiques entraînant des perturbations du corps humain, la question est de l'augmenter. La question est celle de l'homme augmenté au-delà de l'homme réparé, c'est-à-dire du transhumanisme. Donc je ferai le point de ce qu'il y a de réel et de fantasmatique dans ces possibilités. J'indiquerai ce qui a été déjà fait en éclairant parfaitement ce que l'on sait et j'aborderai d'un point de vue philosophique la manière dont on peut le considérer, c'est-à-dire si l'on était capable de faire apparaître de nouvelles propriétés soi-disant avantageuses dans des lignages humains qui vivront demain, cela est-il moralement, éthiquement légitime ou bien illégitime? C'est ce dont je parlerai. Voilà, donc ce sont les limites en fait de la génétique. Jusqu'où peut-on aller? Les limites de la génétique sont très claires, c'est les limites de la considération de l'humanité. C'est-à-dire que tout progrès qui est une chance pour l'humain, pour l'épanouissement de l'humain, dans la liberté, dans l'autonomie, pour la possibilité d'accéder à une vie aussi heureuse que possible, ce sont des progrès réels et scientifiques et des progrès humains. Lorsque un progrès des techniques et un progrès scientifique fait courir des risques, élève des menaces sur l'avenir de ce qu'il y a d'humain dans les personnes, alors il s'agit effectivement d'une possibilité, d'une potentialité, d'un pouvoir qu'il s'agit de réfréner et éventuellement de combattre. Alors vous avez votre propre blog, axelkahn.fr/blog, et sur ce blog, il y a de nombreuses prises de position politiques. Vous êtes d'ailleurs même présenté en 2012 aux élections législatives. Vous avez pris position sur l'antisémitisme, sur la défense du débat public. Est-ce que vous êtes un homme politique aussi ? Je ne suis pas un homme politique, je suis un citoyen engagé. Traditionnellement, je suis un homme de gauche. J'ai été même un militant de gauche dans ma jeunesse, entre l'âge de 16 ans et l'âge de 33 ans, donc pendant 17 ans. J'ai été militant d'un parti de gauche, et puis j'ai quitté, je ne suis plus du tout encarté depuis, mais je reste, si vous voulez, un homme pour lequel le but de l'action publique n'est pas simplement le succès de l'économie, il est naturellement le succès de l'économie, mais il n'est pas simplement le succès de l'économie, il doit être aussi, et de manière explicite, le bonheur humain, c'est-à-dire la sauvegarde du bien commun, ce qui ne peut pas dépendre simplement du respect des intérêts individuels. Et ça, c'est une conception qui est plutôt une conception de gauche, et à ce titre, je suis plutôt un homme de gauche, et donc comme je suis engagé dans le débat depuis très longtemps, et j'ai des responsabilités multiples et variées, successives, depuis très très longtemps, évidemment que je reste un citoyen engagé. Alors, justement, vous nous parliez de cette nature. J'ai découvert aussi que vous étiez un grand marcheur. Est-ce que c'est une façon pour vous de vous ressourcer, de découvrir la France rurale, les Français ? J'ai marché toute ma vie. Mon avant-dernier livre, le presque dernier, s'appelle Chemin, est une autobiographie que j'envisage uniquement à travers mon expérience des chemins. J'ai marché toute ma vie, je n'ai pas le temps d'expliquer pourquoi, mais j'ai dû marcher 100 000 kilomètres dans ma vie. Ah oui. Et puis, comme vous savez, j'ai, en 2013 et 2014, sur 2 fois 2000 kilomètres, traversé la France à pied, en diagonale des Ardennes au Pays Basque, et ensuite de la Pointe du Raz à Menton. Donc oui, je suis un très grand marcheur. En fait, je suis un homme qui marche. La marche n'est pas pour moi une activité, c'est une manière d'être. Je ne considère pas pouvoir être sans marcher. Et donc c'est indissociable de ma personnalité.
Alors c'est une façon de se ressourcer, de découvrir, Non, pour moi, c'est une façon de vivre. de vivre. Je ne pourrais pas vivre sans cela. Est-ce que c'est aussi l'occasion pour vous de découvrir cette France rurale que Oui, les- naturellement. Ouais. J'ai décrit, par exemple, dans la crise des Gilets jaunes, pour ceux qui m'ont suivi, ayant décrit les territoires oubliés de la République et ce que j'ai appelé la sécession, dès avant le 17 novembre 2018, j'ai parfaitement décrit ce que serait le mouvement des Gilets jaunes. Parfaitement. Enfin, je dois dire, il s'est déroulé très exactement comme je l'avais prévu. Demain, vous êtes en terre auboise. Parlez-nous un petit peu de cet attachement à notre département de l'Aube, parce que vous y venez régulièrement. C'est pas que j'y viens, c'est que c'est le berceau de ma famille. C'est totalement le berceau de ma famille. C'est pas là où je suis né, où j'ai grandi. Oui. Les circonstances de la guerre font que je suis né en Touraine et j'ai grandi les 5 premières années de ma vie en Touraine. Mais l'essentiel de ma famille maternelle et une branche de ma famille paternelle sont issus de Mussy-sur-Seine, tout à fait à l'extrême sud du département, tout proche de la Côte d'Or, à 500 mètres de la Côte d'Or, mais on est toujours en Champagne, et en Champagne auboise, il y a plusieurs maisons familiales du côté maternel et paternel. Moi-même, j'y ai hérité d'une maison de la branche paternelle. J'y avais mes chevaux, des terrains. J'y vais très régulièrement. Et oui, je suis aubois, je suis un muséen. Et vous êtes attaché aussi parce que vous participez régulièrement à des conférences, à des rencontres. Donc vous êtes attaché aux aubois. Oui, naturellement. Lorsque je ne peux pas accepter toutes les sollicitations Je me doute. de partout en France, mais quand la sollicitation vient de l'Aube ou alors de mon lieu de naissance, c'est-à-dire la Touraine, j'étais à Tours hier par exemple, il est sûr que je viens. Et puis vous savez, il y a plus même. Dans l'Aube, à Troyes, il y a une résidence Axel Kahn. Il y a une résidence d'un bailleur social Oui, qui a donné mon nom à Ouais. toute une barre d'immeubles. Et de la même manière que dans mon village natal, il y a un square Axel Kahn. Dans le département du Cher, il y a une école Axel Kahn. Donc oui, je laisse un peu mon empreinte comme ça de ci, de là dans le pays. Merci Axel Kahn d'avoir été avec nous ce mercredi. On rappelle, vous êtes demain jeudi à partir de 18h30 l'invité de l'Université populaire de l'Aube. C'est bien sûr gratuit et c'est en l'auditorium de la Maison du patrimoine de Troyes Champagne Métropole à Saint-Julien-les-Villas. Merci à vous, très bonne journée. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir à tout le monde. L'invité du jour.